Voilà, puis alors les rumeurs couraient, on entendait les bombardements partout, nous étions à la mi-avril, vous voyez, à peu près. Et il y avait toujours eu dans le camp Radio Bobard à chaque époque, des rumeurs qui couraient. Et là, la rumeur courait qu'il y avait des camions Croix-Rouge pour nous libérer. On n'y croyait pas, ou on se disait, on verra, enfin bon. Et un jour, arrive une officerine avec sa badine, comme ça, et qui nous dit faites sortir vos malades. Alors, bon, il y avait donc Nina Stratwood qui était médecin, Marie-Elisa Norman Cohen qui travaillait comme moi pour aider, et puis moi, alors on commence à faire une triste figure, on y a encore une sélection. J'aide des camarades à sortir, et là, la petite officerine, là, avec sa badine, en passant comme ça, mais sans faire exprès, je reçois la badine dans la figure. Et elle se retourne vers moi et elle me dit en allemand « Excusez-moi, mademoiselle ». Alors je me dis « Ça, il y a quelque chose de changé. Vraiment, il y a quelque chose de changé. » Et on sort et là, on voit, il y avait des hommes avec des espèces de combinaisons bleues et des brassards de Croix-Rouge. Alors, on s'est dit « C'est vrai ou c'est pas vrai ?» D'abord, à un moment, j'ai cru que c'était une mise en scène. Je n'arrivais pas quand je me suis dit, bon, on va nous faire remonter au camp, et puis là, il y aura des mitrailleuses au cours, on va nous descendre. Mais c'était vraiment des hommes de la Croix-Rouge. Alors, on a remonté toutes les femmes dans le camp central. Les blessés ont été mis par terre dans un grand couloir du Révire, car ils avaient un grand Révire bien installé, et nous avons passé la nuit là, en attendant pour savoir si on allait vraiment être libérés, parce que ils pouvaient toujours... Les SS étaient encore là. Hein, alors il y a eu un départ par 3 convois, et au-delà de cette grande porte de Mauthausen, il y a un grand terre-plein sur lequel il y avait réellement des camions de la Croix-Rouge. Mais moi, étant à l'intérieur, je les voyais pas. Alors, ils avaient laissé partir déjà, paraît-il, certains groupes, et au petit matin, la grande porte s'est ouverte parce que ces blessés ne pouvaient pas marcher jusqu'au terre-plein. Donc, ils ont décidé de laisser ouvrir la porte et de faire rentrer les camions dans lesquels ils ont placé les blessés et puis les valides. Et alors, les blessés ont été pris en charge à ce moment avec le personnel médical qui accompagnait les conducteurs de camions, qui étaient des Suisses ou des Canadiens. Et nous sommes montés, là, moi, on m'a fait monter dans un camion, je n'étais plus avec les blessés. On s'est trouvé, on est sorti sur le terre-plein, et ils ont demandé du pain. Alors, il faut vous dire qu'à la fin, on n'avait presque plus rien à manger. La soupe était des espèces de légumes déshydratés qu'ils mettaient dans l'eau, c'était pas nourrissant du tout. Et puis le pain était réduit à une seule tranche et complètement moisi. Et quand les conducteurs de la Croix-Rouge, les conducteurs des camions et le personnel médical a vu ces morceaux de pain, ils ont dit non, 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 on ne veut pas de ça, vous n'avez qu'à nous donner les leurs. Et les SS ont été obligés de leur donner des boules de pain à eux. Là, on s'est dit tout de même, ça sent la liberté. Et puis, c'était le 22 avril, donc, au matin, les camions sont partis. Et nous étions le 3e groupe. Alors, on a roulé. Et j'ai vraiment vu s'éloigner le camp. Mais on était en Autriche et on se battait de partout. Hein, ça tirait, on entendait, c'était vraiment la fin de la guerre. Alors, on a roulé pendant 3 jours et on a couché 2 soirs en route, une fois dans une grange dans le foin, mais c'était propre. Enfin, et le long de la route, une fois, je me souviens avoir vu des pendus dans des arbres. Enfin, on était vraiment à travers les lignes, en pleine guerre. Et c'était le 3e groupe. Alors, les 2 premiers groupes sont passés et nous, on est arrivés le soir. Alors, on a mis les camions sur un train. On est passé par le col de l'Arlberg et notre 3e groupe est arrivé le soir, mais je ne sais pas, ça me semble très près, il y avait peut-être plus que ça, mais enfin on voyait les barrières de la frontière là. Alors tout a été arrêté
Et on nous a dit que Himmler avait rapporté son ordre et qu'on ne passerait plus. Et on a passé toute la nuit à attendre comme ça. Alors, il faut vous dire que ce convoi avait été complété par des hommes parce qu'il n'y avait plus le nombre qui avait été demandé par la Croix-Rouge. Et on nous laissait sortir pour aller faire nos besoins en cours de route. C'était donc des conducteurs qui étaient des gens très sympathiques, qui étaient très prudents puisqu'il y avait encore des SS qui nous encadraient un peu. Alors on a attendu la nuit et on est sorti. Et en parlant au dehors, entre nous, on disait avec des hommes, si ils veulent nous faire retourner, eh bien, on ne retournera pas. Donc, tous celles qui peuvent marcher courront pour franchir la barrière de la frontière. Il y en aura descendu, mais au moins il y en aura un peu de sauvés. Et puis au matin, finalement, on nous a laissé passer. L'ordre a été levé et la barrière s'est soulevée et on est rentré en Suisse. Alors ça a été un mouvement d'émotion extrême. Et tout le monde s'est mis à chanter la Marseillaise, on pleurait. Les Suisses qui nous attendaient de l'autre côté, puis à un moment, dans l'angoisse, se sont mis à pleurer. Enfin, c'était très, très émouvant, très bouleversant. Et on est arrivé comme ça à la ville de Saint-Gall, qui était toute proche. Alors, il se trouvait que ma mère était passée dans le premier groupe. Et qu'elle était absolument désespérée. Elle se disait, à la veille de la libération, je vais perdre ma fille. Alors moi, je savais qu'elle était de l'autre côté. Mais elle ne savait pas que j'allais arriver. C'était une angoisse épouvantable. Et puis donc, on est arrivé là. Alors, embrassade. Ça a été formidable, vous voyez. On était dans une école désaffectée, où on a été très bien soignés et accueillis. Alors, ils nous ont désinfectés. Je me souviens encore, il y avait des jeunes filles suisses qui étaient en maillot de bain avec des brosses avec des très grands manches pour ne pas nous toucher de trop près parce qu'il fallait qu'on soit désinfecté, des poux, de la gale, etc. Laver à fond, brosser de tous les bouts. Et puis à la sortie, on était habillés et puis ils nous ont dosé la nourriture, ce qui était très sage. Et nos blessés, bien sûr, ont été emmenés tout de suite à l'hôpital. Alors, celles qui restaient étaient donc dans cette école désaffectée, entourées de grillages pour ne pas contaminer la population. Mais les Suisses venaient et nous jetaient des cadeaux par-dessus. Je me souviens, j'ai eu longtemps une petite écharpe comme ça qui m'avait été jetée. Et c'était vraiment très très sympathique, c'est ce qu'ils pouvaient pour nous. Et là, on est resté 2-3 jours, et puis celles qui étaient valides ont été renvoyées vers la France. Alors, nous sommes arrivés à Annemasse de nuit. Et le problème, c'est que c'était un grand désordre là aussi, parce qu'on était nombreuses, qu'il y avait des petits soldats qui étaient là, qui essayaient de contrôler nos identités, puisqu'on arrivait sans papier, sans rien. Et nous-mêmes, on avait fait descendre du train avant d'arriver dans le lieu d'accueil, quelques femmes mises de côté parce qu'on jugeait qu'elles s'étaient mal conduites ou autre. Et on a fait une petite sélection, pas très méchante, mais tout de même, pour se séparer. Et là, on a passé la nuit à donner des renseignements, ils essayaient de téléphoner pour nous repérer, quoi. Et puis ensuite, on nous a emmenés à Annecy, et je me souviens, j'ai dormi pour la première fois dans un lit, dans l'hôtel qui dominait le lac. J'étais avec ma mère, mais ma mère a pu téléphoner tout de suite à ma grand-mère à Saint-Brieuc, et là, on a appris la mort de mon père. Mais on était sûr qu'il ne pouvait pas revenir, ayant vu les conditions dans lesquelles on vivait dans les camps et vu son état de santé. Alors on l'a appris là. Alors à Annecy, le lendemain encore, nous a mis dans un train qui remontait vers Paris. Il y en avait qui sont descendus à Lyon, suivant chacune d'où elle était. Et dans toutes les gares, là, c'était très très touchant parce que dans certaines gares, on nous rendait les honneurs, vous voyez. Et puis de toute façon, la population essayait de nous apporter des choses, des fleurs, un bout de chocolat. Et comme on avait été déjà un peu réalimenté, c'était possible, vous voyez, on l'accueillit avec beaucoup d'émotion, de façon très touchante. Et puis on est arrivé à la gare à Paris, et de là, on nous a emmenés à l'hôtel Lutetia, où ça a été alors aussi le tri. On nous a interrogés pour savoir
si on ne connaissait pas d'autres noms. Et il y avait des familles, malheureusement, qui étaient là avec des photos. Avez-vous connu un tel, un tel? Il y avait plein de gens qui espéraient retrouver les leurs. Quelquefois, on savait, mais rarement. Enfin, bon, c'était cette attente. Je suis restée quelques jours à Paris. Et c'est là que je suis ressortie libre la première fois dans la rue. Alors, je peux vous dire, c'était le 1er mai quand on est arrivé. Et ce 1er mai, il neigeait sur Paris. Et on nous a donné un petit peu d'argent. La somme qu'ils m'ont donnée, je ne me rappelle plus combien c'était, mais ça me semblait beaucoup. Et alors, avec ma mère, nous avons été au Bon Marché, qui est à côté, avec l'idée qu'on pourrait acheter un tas de choses. Et finalement, elle s'est acheté un petit poudrier. Et moi, je ne sais plus ce que j'ai pu, faire une bricole, mais on s'est aperçu que ce n'était pas beaucoup, que l'argent avait complètement changé de valeur. Il fallait se réadapter à tout. Je me souviens avoir vu un petit étal avec des oranges. Et ma première réaction, ça a été d'organiser les oranges, c'est-à-dire de voler. Il fallait qu'on se réadapte à beaucoup de choses. Alors très vite, je me suis dit, mais non, ici, on n'organise pas, ça s'appelait voler ici. Vous voyez. Alors on a prévenu des amis que nous avions à Paris, qui nous ont amenés chez eux. Et puis, il y avait la femme de mon parrain. Mon parrain était un chirurgien, un ami de mon père, qui nous a accueillis. Et elle nous a emmenés chez le coiffeur, parce que j'avais des cheveux relativement longs, enfin j'avais pas eu les cheveux coupés, ma mère non plus, pour nous arranger un petit peu. Alors l'aspect que nous avions, ma mère elle avait vieilli de 20 ans, parce qu'elle était partie, une femme de 55 ans à peu près, vous voyez, qui était assez forte. Et elle est revenue squelettique, dans à cet âge-là, les tresses à sa fesse, elle était jaune, bon... Elle avait énormément vieilli, elle avait perdu les dents. Alors moi, j'étais pas en très mauvais état, j'étais pas squelettique, j'étais maigre, mais enfin pas... Mais ce qui frappait tout le monde, on me l'a dit après, c'est le regard. Il paraît que j'avais un regard affolant, vous voyez, vraiment d'outre-tombe. Alors ils essayaient de nous habiller, et nous avons été aussi tout de suite... rue Guilmer, où il y avait la première création de l'ADIR, l'association de Geneviève Antonius, parce que Geneviève Antonius avait été libérée de Ravensbrück bien avant avec un groupe par la Suisse. C'était un peu des prisonniers d'honneur à la fin. Au début, elle avait le même statut que tout le monde, mais à la fin, elle a été en cellule et libérée plus tôt, un peu comme otage, si vous voulez. Et dès que ce petit groupe est arrivé à Paris, elles ont ouvert une permanence pour accueillir celle qui viendra après. Et là, on a été réhabillés. Bien, mais je me souviens que, sachant mon père mort, on nous avait habillés en noir. J'étais donc habillée tout à fait en noir, et ma mère aussi. Et la femme de ma parrain m'a donné un petit col blanc en dentelle pour arranger un peu les choses. On a chez le coiffeur, enfin, on essayait de nous réhumaniser. Et puis, au bout de quelques jours, on a pris le train pour Saint-Brieuc, où ma grand-mère et mes sœurs m'attendaient. Alors, à Saint-Brieuc, à la gare, notre arrivée était prévue. J'ai retrouvé ma grand-mère, ma sœur aînée, ma deuxième sœur, qui avait un petit garçon de 18 mois, je ne savais même pas qu'elle avait eu un enfant, vous voyez, dont j'ai fait la connaissance. Et là aussi, les amis de mes sœurs, je me souviens, une m'a dit après qu'on avait dit à ma sœur aînée qui s'appelait Annie, on avait dit à Annie, bah, ta petite sœur, dans 8 jours, elle sera morte avec un regard pareil. Alors, au bout de quelques jours, ma grand-mère avait retenu une voiture, un taxi, et nous sommes partis pour Bréa. Alors, nous avions demandé que cet accueil à Bréa se fasse avec discrétion. On ne voulait pas des cérémonies, des choses comme ça. Mais en même temps que ce ne soit pas trop fatigant. Alors, on avait choisi d'avoir une vedette particulière pour que ce ne soit pas avec les gens du passage et avec la mer pleine qu'on n'ait pas trop à marcher. Il faut dire que ma mère avait les jambes très très abîmées, enfin bon. Et puis on était tout de même un peu dans le cirage. Hein, ça, c'est... Alors il faut vous dire aussi que quand j'avais quitté Mauthausen, quand le camion s'est éloigné, j'ai eu une espèce d'impression d'un choc sur la tête, d'être complètement assommée. J'étais dans le cirage, vraiment.
Et ça, j'ai été pendant plus de 24 heures complètement ahurie, assommée. Vous voyez. Et j'ai commencé à réaliser le deuxième jour, un moment où on nous a arrêtés, au-dessus d'un petit ruisseau pour qu'on puisse aller se laver. C'était très beau, il y avait encore un peu de la neige, mais il y avait déjà des arbres en fleurs. Je suis descendue, je me suis mis les pieds dans l'eau, je me suis lavée, et je me suis dit, mais vraiment, je commence à être libre. Vous voyez, mais cette impression d'avoir été assommée, si vous voulez, j'avais eu, quand j'ai quitté ma chambre de reine, l'impression du rideau qui tombait. Là, c'était un autre rideau qui se rouvrait, mais je ne savais plus très bien ce que j'allais trouver. Et alors, quand je suis arrivée à Bréa, au retour, ça a été aussi un autre choc dans l'autre sens. Alors, nous prenons le bateau, nous arrivons à la première cale, c'est-à-dire au port, directement, la mer était pleine. Et là, ce qu'on n'avait pas attendu, c'est-à-dire, il y avait la population. Ma mère était très aimée comme sage-femme, ils savaient que leur ami, le docteur Wilbur, était mort, mais tout ça, ça les bouleversait. Et sur cette cale, il y avait les enfants des écoles. Et comme à l'époque, il y avait une école libre, puis une école de petites filles, des sœurs dont je vous ai parlé, qui étaient là, ils étaient tous là avec des bouquets de fleurs, et au milieu, le maire. Le maire avec son écharpe tricolore et un papier qui nous attendait pour le discours. Voyez. Et là encore, j'étais d'un sens très touchée et émue, mais d'un autre côté, quand il a commencé à parler, la main sur le cœur, le poète a dit mourir pour la patrie. Je ne savais pas si j'allais rire ou pleurer. C'était vraiment entre les deux, très touchant et en même temps tellement décalé par rapport au réel. Voilà, alors on nous a accompagnés comme ça jusqu'à notre maison et j'ai retrouvé la maison. Et j'ai retrouvé mes vêtements d'été. Il faisait beau là, et le lendemain, ça a été le 8 mai, les cloches sont sonnées, oui, c'était enfin la fin de la guerre. Mais alors, c'est là qu'on réalisait un peu la coupure, hein, parce que on avait rêvé d'un retour extraordinaire, que la vie reprendrait comme avant, mais j'avais beau avoir mis mes petites espadrilles, mes robes de jeune fille et tout, c'était une autre jeune fille qui revenait, vous voyez. Je me rends compte, c'était bouleversement, je dirais presque plus que ma mère. Ma mère, elle avait sa vie faite derrière elle, vous voyez. Alors bien que son mari soit mort, elle a repris. Elle est même redevenue sage-femme au bout de quelque temps. Elle a beaucoup grossi assez vite. Et puis moi, tout était à repenser. Alors, d'abord, j'étais boulimique. J'avais une faim. Je me levais la nuit, je ne supportais pas l'idée de la nourriture dans un placard sans aller la manger, vous voyez. Et ma sœur aînée était restée quelque temps chez nous pour nous faire à manger. Les gens du pays très gentils apportaient de la nourriture. Et bon, c'était une période de réadaptation. Et puis, j'ai été invitée par mon petit camarade de la fac avec qui on faisait des travaux pratiques, qui était aussi libéré de Mauthausen, lui. Je l'avais d'ailleurs retrouvé à Mauthausen, non pas directement, mais il savait qu'on était là, il m'avait fait passer une paire de chaussures, vous voyez. Il y avait eu quelques échanges, je savais qu'il était vivant. On se retrouve, et alors, les professeurs de l'université à Rennes nous ont demandé de venir parler aux élèves. C'était donc peut-être un mois et demi après notre tour, ça devait être en début de juin par là. Alors j'ai été à Rennes et nous avons parlé à l'amphithéâtre des étudiants en médecine, en leur racontant ce qu'on avait vécu. C'est la seule fois que j'ai parlé à cette époque-là. Et puis je suis retournée, mais alors ce qui était un peu dur aussi, c'est que ceux de notre génération, ils étaient déjà en 4e année de médecine. On les voyait qui passaient, et puis il y avait un pincement. On disait, ben voilà, nous on devrait en être là. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre quelque chose? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors je suis retournée à Bréa, j'ai passé l'été à Bréa. Il y avait ma sœur avec son petit garçon. Son mari était encore mobilisé parce que lui s'était engagé dans l'armée Leclerc, puisqu'il avait été libéré, donc comme prisonnier de guerre. Il était parti en Afrique, et de là, ils étaient remontés. Alors... on ne me comprenait pas en tout cas très bien. Je me suis mis à écrire.
je voulais écrire toutes mes notes, et puis je lisais des livres de philo, j'avais besoin de penser tout ce qui avait été vécu, et j'étais dans ma chambre, vous voyez, souvent, à écrire, et alors ma sœur, avec son petit garçon, me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Amuse-toi, va dehors, profite de la vie. Non, j'avais besoin de penser, etc. Puis je fuyais les gens. Car il faut dire qu'on m'avait fait des réflexions idiotes par moments. Alors, quand je voyais les gens du pays très gentiment, s'il y avait ceux qui ne disaient rien, c'était encore peut-être le mieux. Il y avait ceux que je sentais, parfois des gens âgés, vous voyez, ou ma grand-mère par exemple, qui écoutait bien en profondeur, mais de genre de réflexion qu'on m'a fait. Ah, ma pauvre petite, vous avez perdu là les plus belles années de votre vie. C'était très encourageant, des réflexions de ce genre. Ou alors, la curiosité malsaine. Alors, ceux qui approchaient tout bas, une jeune fille, est-ce que vous avez été violée? De genre de réaction. Je dis, mais écoutez, on était pleines de poux, ils n'avaient pas le droit de faire ça avec nous, et puis on n'était vraiment pas désirables. Bon. C'était tout ça, et alors quand je me promenais dans les chemins, je voyais quelqu'un qui arrivait, je détournais. Vous voyez, je passais dans un autre chemin. Ça a duré un moment, comme ça. Et j'ai commencé à écrire mes notes de camp.